Donc, rebonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi, je vais vous parler de l'extinction de masse, la 6e grande extinction de masse, parce que on n'en parle pas, ou peu. On parle énormément du climat, et finalement, on oublie ce sujet, qui est néanmoins très important, peut-être même plus important encore. Merci. Et on va prendre du recul parce qu'on est généralement bloqué dans les 150 dernières années. On a une espèce d'amnésie, en fait, du vivant. Pourtant, le vivant, il n'a pas du tout 150 ans, il a plusieurs milliards d'années, puisque l'univers a 13 milliards d'années, que la Terre a 4,56 milliards d'années, et le vivant a 3,8 milliards d'années. Et c'est vraiment très important, quand on parle de biodiversité et de vivant, de se projeter dans ce temps long, ce temps du vivant. Donc les premières traces de vie, là, c'est les plus anciens microfossiles qu'on appelle LUCA, Last Common Unique Ancestor, il y a 3,8 milliards d'années. Et en fait, on ne sait pas exactement ce qu'était cette forme de vie. Et puis, il y a 3,5 milliards d'années, sont apparues les premières bactéries, qui étaient des cyanobactéries, cyano pour bleu, qui faisaient de la photosynthèse. Et là, on sait exactement en fait, de quoi il s'agit. Donc, ça fait 3,5 milliards d'années que la photosynthèse est à l'œuvre sur Terre. Donc, les bactéries, c'est des organismes cellulaires, mais sans noyau. Il faudra attendre la première cellule avec noyau, vous voyez, c'est il y a 2,7 milliards d'années. Donc, il faudra attendre, je ne sais plus, 800 milliards d'années pour avoir un noyau dans une cellule. 800 millions d'années, pardon. Oh là là, corrigez-moi si je dis des bêtises. Je me suis levée très tôt. Voilà, et il faudra attendre 600 millions d'années supplémentaires pour avoir plusieurs cellules à noyau. Donc l'échelle de temps du vivant, c'est au moins le million d'années, voire le dixième de million d'années, voire les centaines de millions d'années. Et puis, vous voyez en haut, là, les animaux à carapace dure, c'est les trilobites. Donc les trilobites, en fait, ils sont très récents dans l'histoire du vivant, puisqu'ils ont 550 millions d'années, grosso modo. Et puis, la vie sortira des eaux seulement il y a 500 millions d'années à peu près. 500 millions, 450 millions d'années. C'était une plante hépatique nommée Rhynia, qui ressemble donc à une algue, qui, avec les marées, s'est adaptée à la vie continentale. Et c'est cette première plante qui a conquis les continents. Et puis, c'est comme ça qu'il y a eu le foisonnement de la vie sur Terre, il y a donc 450 millions d'années. Et ensuite, les premières forêts sont apparues avec Archaeopteris et le leptidodendron, qui étaient des résineux. Et puis, en fait, il y a les dinosaures. On a toujours l'impression que les dinosaures, c'est très ancien. Mais voilà, sur l'échelle de l'histoire du vivant, en fait, les dinosaures, c'est pareil. Ils sont très, très récents. Ils ont, en fonction des dinosaures, 300 à 250 millions d'années. Et puis, il y a nous, quand même, les humains, la 0 giga-année. La lignée des Homo, donc Homo erectus, Homo sapiens, elle a 2,5 à 2,8 millions d'années. Donc ça fait extrêmement peu de temps au regard du vivant, de la biodiversité, que les humains sont apparus. Oui, merci. Alors, au cours des 500 derniers millions d'années, donc depuis qu'il y a de la vie sur les continents, le climat a varié. Et il a varié en fonction de différents facteurs. D'abord, la planète Terre, c'était une boule de feu brûlante. D'accord ? Le système solaire était en expansion. Il faisait extrêmement chaud sur Terre, avec une activité volcanique extrêmement intense. Et donc, il y avait beaucoup de volcans. Et cette accumulation de lave volcanique a créé les continents. Continents qui ont capturé de grandes quantités de CO2. Et qui ont fait baisser la température sur Terre, et qui, en fonction de la dérive des continents, en fonction de leur position par rapport à l'équateur, vont renvoyer plus ou moins de lumière, et donc ça va modifier la température terrestre. Mais la constitution de la croûte continentale a principalement fait baisser énormément la température sur Terre. Il y a la photosynthèse que j'ai déjà évoquée, qui elle constamment, pas inconstamment, dans le passé et dans le présent, fait baisser constamment la température sur Terre. C'est de loin le plus grand effet climatique, sans conteste. Et puis, il y a les météorites.
Donc ça, vous les connaissez bien, puisqu'on en parle beaucoup dans le cadre de l'extinction des dinosaures, notamment de la 3e extinction. Les météorites qui, en heurtant la Terre, créent de grandes quantités de poussière qui bloquent une grande partie du rayonnement solaire, ce qui fait donc baisser la température planétaire de façon très importante. Et enfin, les éruptions volcaniques, elles sont à la fois réchauffantes et à la fois refroidissantes parce que les volcans, lorsqu'ils entrent en éruption, émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone, le fameux dioxyde de carbone qui était capturé dans la croûte terrestre. Et puis, par les poussières qu'elles émettent, vous vous souvenez, il y a eu un volcan là, qui était rentré en éruption en Islande, bloque aussi une partie du rayonnement solaire. Et donc, les volcans sont à la fois réchauffants et refroidissants, mais dans l'ensemble, ils sont en réalité plutôt réchauffants. Donc, sur cette courbe de la température sur Terre, il y a 500 millions d'années. À chaque fois que ça se réchauffe, en fait, on sait systématiquement que c'est l'éruption volcanique puisque c'est le seul facteur réchauffant. Quand il y a des grands refroidissements, le premier, en fait, il est provoqué par la photosynthèse. Et donc, il y a eu la première extinction à ce moment-là. Donc, la vie provoque sa propre extinction parfois. Je vous le dis parce que moi, je trouve ça très beau et poétique. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a donc différents facteurs, ou bien les météorites qui refroidissent, ou bien la photosynthèse. Et quand ça se réchauffe, c'est l'activité volcanique, sauf aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on sait que ce sont les humains qui réchauffent le climat de façon très importante en brûlant des énergies fossiles. Ah oui, en pointillé sur ce graphique là autour de 18 degrés, c'est ce qu'on appelle la fever line. C'est la ligne à partir de laquelle il n'y a plus de glace sur Terre. Et là, on commence à voir des changements quand même assez importants des écosystèmes terrestres. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi est-ce qu'on a dit que, on avait dit, puisqu'après on a changé, mais qu'il valait mieux pas dépasser 3 degrés d'augmentation de moyenne, puisque aujourd'hui, la température planétaire moyenne, c'est 15 degrés, et au-delà de 18, on a vraiment des changements extrêmement importants. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, au cours de ces 500 dernières millions d'années, où il faisait principalement donc très chaud, il y a eu ces grands changements de climat, et ces grands changements de climat qui sont arrivés selon divers facteurs ont provoqué 5 grandes extinctions de masse. Une extinction de masse, c'est quand il y a plus de la moitié des espèces vivantes qui disparaît en un temps très court. Donc la plus rapide, c'est la 3e. Et là, elle a eu lieu entre 400 et 800 000 ans. Ils ne sont pas d'accord entre eux, les géologues, parce que ce n'est pas simple. Et les plus longues ont pris quelques millions, voire une dizaine de millions d'années. Il y a quelque chose de très important à comprendre dans le vivant, c'est que le vivant, c'est un équilibre dynamique. Ça veut dire que c'est un cycle perpétuel d'apparition et de disparition des espèces. Je vous le dis parce qu'en Occident, quand on pense au vivant, les gens ils ont une espèce de photo, souvent, qui apparaît dans la tête, comme ça, d'une espèce de jungle qui ne bougerait pas. Bon, en fait, le vivant, c'est pas ça, on va le voir ensuite, mais voilà, c'est un cycle perpétuel d'apparition et de disparition des espèces qu'on appelle donc un équilibre dynamique. Et quand on est en grande extinction, donc on a un taux de disparition qui est très nettement supérieur au taux d'apparition. Et c'est ce qu'on est aussi en train de vivre en ce moment, puisqu'on sait qu'on est rentré dans la dynamique de la 6e grande extinction de masse, extinction la plus rapide de toutes, de très très loin, bien plus rapide que toutes les autres extinctions. Et donc ce qu'on fait en réalité est infiniment plus grave que ce que les météorites ont pu faire auparavant. Voilà, donc avec des taux d'érosion, alors il faut que je vire ce mot depuis longtemps, il faut que je le fasse, c'est pas d'érosion, c'est d'extinction jusqu'à 10 000 fois supérieur au taux normal. On va voir ensuite pourquoi. Tu peux passer à la slide suivante, merci. Alors, comment est organisé le vivant ? Le vivant, il est foisonnant, il est chaotique, il est complexe, il part dans tous les sens. On le représente sous la forme d'un arbre, mais on peut carrément dire qu'il est buissonnant. Vraiment, il part dans tous les sens. Ce qu'on a sur la gauche, en violet, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit archéobactéries et eubactéries en bleu. À eux deux, les archéobactéries et les eubactéries forment ce qu'on appelle les prokaryotes.
c'est-à-dire les organismes à cellules, mais sans noyau. Donc, des bactéries dans l'immense écrasante majorité. Et en fait, les archéobactéries ne sont pas plus anciennes que les eubactéries, et elles sont très différentes entre elles. Et en face, on a cette branche immense qui représente 85% du vivant, qu'on appelle les eucaryotes. Et donc là, c'est les organismes à cellules à noyau. Et il y a des organismes monocellulaires et des organismes pluricellulaires. Voilà. Souvent, ce que je dis, c'est de ne pas nous chercher sur ce dessin parce qu'on est tellement insignifiant qu'on n'est pas représenté, ce qui est bien normal, mais finalement, on n'est pas si insignifiant puisqu'on est en train de tout détruire. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, donc, qui constitue le vivant ? Là, c'est le vivant en poids, en biomasse. Parce qu'en fait, si on comptait en individus, on aurait les bactéries très loin devant tout le reste. D'accord ? Donc, on regarde en poids. Les chercheurs, ils utilisent comme proxy le carbone, parce qu'on va le voir ensuite, le vivant, c'est du carbone. Donc, la biomasse, c'est d'abord 82% de végétaux. D'accord ? 14% de bactéries, qui sont dans l'immense majorité, elles sont à 80% dans ce qu'on appelle la biosphère profonde, donc vraiment dans les entrailles de la Terre, et pas du tout à la surface comme nous. 2,20% de champignons. Les champignons vivent en symbiose avec les végétaux, parce que les champignons, ils ne peuvent pas faire de photosynthèse. Donc c'est difficile pour eux de produire de l'énergie. Et donc, ils vivent en interaction avec les végétaux, avec lesquels ils échangent des minéraux, et les végétaux leur donnent des sucres à la place. Et donc, les végétaux et les champignons, en vivant ensemble, en fait, ils ont permis... les champignons, qui sont apparus il y a 270 millions d'années à peu près, ont eu la capacité à dégrader les végétaux. Avant ça, les végétaux ne se dégradaient pas. Et donc, ils s'accumulaient à la surface du sol. Et en s'accumulant, ils ont fait quelque chose que vous connaissez très très bien, qu'on appelle des énergies fossiles. Voilà, donc les champignons, ils sont importants quand même, parce que s'il n'y a plus de champignons, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus de cycle de dégradation du vivant, donc il n'y a plus d'agriculture, quoi. Comme ça, c'est très simple. Les protistes, 0,73%, c'est des petits organismes particuliers, vous pourrez regarder sur Internet, qui sont présents un peu partout sur Terre. Et les animaux, 0,36%. C'est amusant quand même, parce que quand on se fait une représentation de la biodiversité, en général, en Occident, on imagine 2-3 mammifères, comme ça. Sauf que, on va le voir d'ailleurs, dans ces 0,36%, ce n'est pas du tout les mammifères. Mais voilà, donc la biodiversité, c'est d'abord des végétaux, des bactéries et des champignons. Et c'est pas pour ça que les animaux ne sont pas importants, mais voilà. Les virus, 0,04%, et les humains, 0,01%. Et donc, 99,9% est en train d'être exterminé par 0,01%. Dans la biomasse végétale, on va voir rapidement parce que c'est important, mais il y a 78% de plantes à graines enveloppées. Ces plantes à graines enveloppées, elles ont une reproduction sexuée, et pour une très grande majorité d'entre elles, elles ont besoin du coup de pollinisation pour se reproduire. La graine enveloppée, c'est génial parce que ça permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Parce qu'à la base, ce qu'il y avait, c'était des gymnospermes. Archaeopteris et les petits dodendrons, c'était des gymnospermes, et il reste principalement que le ginkgo biloba. C'est pour ça qu'il y a une petite feuille de ginkgo biloba. Et ginkgo comme gymno, parce qu'ils ont été supplantés par les angiospermes, parce que leur système reproductif était beaucoup moins efficace en fait que la graine enveloppée est poussée sur la mer, et pour se répandre partout sur Terre, résister à des maladies ou des cataclysmes, en fait, c'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà. Les ptéridophytes, c'est la famille des fougères. Les mousses et les lichens, le nom savant des mousses, c'est les bryophytes. Et puis un petit peu d'algues partout, que ce soit dans les océans ou sur les continents. Merci. Dans la biomasse animale, on retrouve donc la biomasse animale qui est 0,36% de la biomasse totale. On retrouve d'abord et avant tout des arthropodes. Donc les arthropodes, de manière vulgarisée, on va dire c'est les insectes. Il y a des petites variantes en réalité, mais grosso modo, les arthropodes, c'est les insectes. Avec en numéro 1, loin devant tout le reste, la fourmi, c'est pour ça que j'ai mis une fourmi. Et les insectes, en fait, ils sont fondamentaux au monde vivant tel qu'on le connaît. Parce que les insectes, c'est aussi le socle des chaînes alimentaires animales.
Parce que vous savez que très souvent, on mange plus petit que soi quand même, à part les humains qui mangent des éléphants et des vaches. La plupart des animaux mangent plus petit que eux. Et donc, les insectes, ils sont à la fois indispensables au monde végétal, enfin à l'immense majorité du monde végétal pour se reproduire, mais aussi indispensables à l'immense majorité du monde animal pour s'alimenter. Donc il n'y aura pas de monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas depuis 270 millions d'années, sans les insectes. Les insectes, c'est le socle du monde vivant contemporain. Ensuite, il y a les poissons, 27%, les vers, 9%. Alors, ce n'est pas les vers de terre. En fait, il y a très peu de vers de terre. C'est surtout des vers nématodes qui sont partout sur Terre, qui vont de quelques millimètres, vous en avez peut-être dans le corps, jusqu'à plusieurs mètres au fin fond des océans. Les mollusques, 8%. Le bétail, 4%. Et donc aujourd'hui, le bétail, il est beaucoup plus important que les mammifères. Les mammifères, c'est seulement 0,30% de 0,36%. Donc ça commence à faire vraiment pas grand-chose. Et pourtant, c'est à ça qu'on pense souvent quand on imagine la biodiversité. Donc vous voyez à quel point on a une image qui est complètement difforme en fait, du monde vivant et de la biodiversité. Voilà, les oiseaux, 0,07%. La biomasse marine représente en réalité seulement 1% de la biomasse planétaire. Donc les océans, ils sont principalement vides. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas arrêter de pêcher et de verser tous les déchets chimiques dans les océans. Mais dans ces 1%, on retrouve d'abord des protistes, les petits organismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, des bactéries, 26%, des insectes, 15%, les poissons, 11%, des végétaux, 5%. Même dans les océans, il y a des champignons, 5%, et des mollusques, 3%. Voilà. Ensuite, tu peux passer à la slide suivante, je te remercie. On va juste faire un mini arrêt sur les sols, parce que c'est vrai que les sols, pendant très longtemps, c'était un peu l'inconnu, parce que dans les sols, il y a principalement de la microbiologie. Donc si vous n'avez pas des outils pour voir ce qui s'y passe, on ne voit rien, quoi. Et en fait, il y a plein de choses fausses qui sont dites sur les sols, comme le fait qu'il y aurait la moitié de la biomasse. Non, en fait, dans les sols, il y a 28% de la biomasse terrestre. Et les sols, ils sont importants parce que oui, c'est l'interface entre le monde minéral, de la roche-mère, et la majeure partie de la biodiversité qui se trouve au-dessus du sol, comme nous, et tous les végétaux et tous les animaux. Et il y a une équipe à l'INRA à Dijon qui séquence l'ADN du sol et qui a fait la plus grande banque de sol au monde. Ils ont analysé 17 000 échantillons de sol et ils ont trouvé que dans 1 gramme de sol, il y avait 1 milliard de bactéries, dont 1 million d'espèces. Donc 1 gramme de sol, c'est un tout petit, c'est une toute petite bille, quoi. Et 1 million de champignons, et en fait, maintenant, ils sont à 10 millions d'espèces. Donc en fait, dans le sol, il y a une très grande variété bactérienne et fongique avec des très grands réseaux d'interaction. Donc il faut préserver nos sols, éviter de les empoisonner, ce serait bien. En Europe, en plus, la constitution de l'humus prend du temps. Parce que en Europe, c'est principalement des sols forestiers acides et ils gèlent. Le froid, c'est hyper défavorable à la vie. Donc à chaque hiver, ils gèlent, ce qui ralentit énormément la vie du sol et donc la dégradation et la création d'humus. Mais si par exemple on regarde en Amérique du Sud, là c'est au moins 3 fois plus rapide la constitution du sol. Voilà. Parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Alors on fait un mini moment de chimie quand même, parce que je trouve ça intéressant de savoir de quoi on est fait et de quoi est fait le vivant. Le vivant, il est fait d'échons, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et toutes les biomolécules contiennent du carbone et de l'hydrogène. Donc ça, c'est vraiment les 4 briques élémentaires du vivant. Avec le carbone qui a une particularité qui est d'avoir 4 branches. Ça veut dire qu'il peut faire 4 liaisons. Ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, ils peuvent en faire 2 pour l'hydrogène, et puis oxygène et azote, ils n'en font qu'une. Mais comme carbone peut en faire 4, ça a permis de créer des chaînes complexes et d'aboutir à des organismes complexes, comme vous et moi. Voilà. Ah oui, je mets ça là. Le vivant est au cœur de centaines de cycles biogéochimiques. Ça, c'est important parce que je vous avoue que moi, là, le coup des limites planétaires, ça m'agace un peu parce qu'en fait,
à force de vouloir vulgariser, simplifier, bon, puis toujours, c'est des limites. C'est le carême, c'est tous ces biais judéo-chrétiens qu'on exploite. Mais en fait, il y a des centaines de cycles. Il y a presque autant de cycles qu'il y a d'éléments dans le tableau de Mendeleïev. Et en fait, il n'y a pas un cycle du carbone, par exemple. Il y en a des dizaines de cycles du carbone. D'accord ? Si vous avez un radis de 18 jours, bah, c'est 18 jours. Et si c'est du carbone qui est emprisonné dans le granit, bah là, c'est plusieurs centaines de millions d'années, souvent. Allez, dizaines de millions d'années, dirons-nous, avant que l'eau érode ce caillou et largue le carbone emprisonné dans le caillou. D'accord ? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. La plupart des cycles, on ne les maîtrise pas du tout. Même le cycle du fer, qui est un truc basique, hein, qui n'est pas du tout les trucs compliqués, quoi. On ne le connaît pas et on ne le maîtrise pas du tout. Donc, il faudrait surtout faire preuve d'humilité et d'arrêter de croire qu'on sait. Comme dit Edgar Morin, on n'est pas du tout homo sapiens. C'est pas vrai. On est homo faber et on fait n'importe quoi parce qu'on croit qu'on sait. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc prudence, on fait des calculs débiles qui n'ont ni queue ni tête parce qu'en fait, on sait presque rien. Ça devrait nous amener à l'humilité et à la prudence. Bon, et la photosynthèse, qu'est-ce que c'est ? Bah, que font les plantes ? Elles prennent 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Et grâce à l'énergie solaire, qu'est-ce qu'elles font ? Des sucres. C6H12O6. Le glucose. Le sucre, c'est la base du monde vivant. Il y a du sucre partout. Et 6 molécules d'oxygène. Voilà. Et puis, bah, du coup, nous, on est quand même beaucoup constitués d'oxygène. Donc, vous savez, dans l'univers, il n'y a que 0,0, je ne sais plus combien, % d'oxygène. Et sur Terre, aujourd'hui, il y a 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Et 78% d'azote et un petit peu d'autres trucs. Mais c'est pour dire que si on a autant d'oxygène, c'est grâce à la photosynthèse et c'est assez unique en fait dans ce qu'on peut observer dans l'univers ou en tout cas dans l'univers proche. Et c'est grâce à ça quand même qu'on a une vie extrêmement foisonnante sur Terre. Voilà, et donc nous on a beaucoup d'oxygène, bah, on est arrivé dans une atmosphère où il y avait déjà beaucoup d'oxygène. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, vous savez, il y a les cycles de Mendeleïev, non, les cycles de Milankovitch, oh là là, excusez-moi, je me trompe de M, qui sont le fait que la Terre n'est pas une ellipse parfaite par rapport au Soleil, elle est légèrement ovale, et donc il y a des moments où on est un tout petit peu plus proche du Soleil que d'autres, et ces cycles, donc, c'est tous les 40 000 ans, et avec des cycles de 20 000 ans à l'intérieur, où on prend et on perd 5 degrés. Et donc, il y a des glaciations très régulières du continent européen. Le continent africain, lui, il n'est jamais gelé. Mais le continent européen, tous les 20 000 ans, il gèle. Et pendant 20 000 ans, il gèle. Et puis les 20 000 ans d'après, il dégèle. Et donc, bah, à chaque fois que l'Europe se transforme en glaçon, il n'y a plus de biodiversité. Hein, parce que là où il y a de la glace, il n'y a pas de biodiversité pratiquement. Il doit y avoir 2-3 petites bactéries qui traînent, grosso modo, mais c'est tout. Et donc, la dernière glaciation, elle a eu lieu il y a 13 000 ans en Europe. Et donc, d'abord, il y a eu des genévriers, des bouleaux et des pins. C'est les premiers végétaux qui sont apparus lors de la dernière glaciation en Europe. Et puis, sont apparus quelques milliers d'années après les noisetiers, les herbes, les chênes, les tilleuls et les frênes, au point que, en moins 8000 avant Jésus-Christ, en Europe, on avait principalement du chêne, avec un petit peu donc d'autres essences comme le bouleau, l'aulne, les ormes, voilà, les tilleuls et les frênes. Le hêtre, lui, il est apparu il y a seulement 6000 ans. Et le charme, il y a 2700 ans. Donc vous le voyez, en fait, à la dernière glaciation, en Europe, il y avait une biodiversité très réduite. Voilà, il y avait une quinzaine d'essences d'arbres, voilà, et des gros animaux. Et il n'y avait rien à manger. Enfin, sauf si vous aimez les glands de chêne, quoi. Voilà. Mais à part ça, grosso modo, il n'y avait rien à manger. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a tout changé dans la trajectoire de l'homme ? C'est l'agriculture. C'est l'agriculture il y a 12 000 ans, et c'est par l'agriculture qu'on a ramené des quantités absolument phénoménales de ce qu'on appellerait aujourd'hui des espèces invasives. Mais des pommiers, des poiriers, des légumes en tout genre, le tout venant principalement d'Asie, parce qu'en fait, les routes de la soie, elles étaient ouvertes, on a des traces,
Elles étaient ouvertes déjà il y a plus de 8000 ans, en fait, avant Jésus-Christ. Et donc, on a ramené des semences, les hommes ont ramené des semences, principalement d'Asie. Pour les graminées, plutôt effectivement le croissant fertile. Ça, vous l'avez sans doute appris à l'école, je pense. Mais pas avec ces dates-là. Et donc, c'est l'agriculture qui a permis, l'agriculture traditionnelle, excusez-moi, est une création. Non, il ne faut pas que je te réduise ce terme. L'agriculture traditionnelle permet d'augmenter de manière très importante la biodiversité. D'accord ? Donc, pendant 12 000 ans, on a sélectionné des semences et labouré. Et puis, pour des raisons culturelles, on s'est mis à défricher partout comme des fous. À un point tel qu'à la fin du XIIIe siècle, il restait plus que 10% de forêt en Europe. D'accord ? Donc on a déforesté principalement parce que la forêt avait mauvaise réputation, que c'était le repère des brigands et des sorcières. On a aussi déforesté parce qu'il y a eu des nouvelles taxes qui ont été créées par l'Église et par les seigneurs, ce qui a encouragé tout le monde à défricher pour produire plus, pour gagner plus, comme maintenant, et payer les taxes aux seigneurs et à l'Église. Voilà, et la déforestation, ça a quand même une conséquence, hein, c'est un déstockage de carbone et une baisse de la matière organique future, puisqu'en fait, ce qui apporte des quantités absolument énormes de matière organique, c'est les feuilles des arbres, qui créent ensuite donc de l'humus, qui est digéré par la vie du sol. Ça a aussi provoqué un changement de climat assez important, et il est très bien décrit d'ailleurs dans les livres d'histoire, parce que les forêts conservent l'humidité, les arbres évapotranspirent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et aussi des bactéries. Depuis une quinzaine d'années, on se rend compte qu'il y a un plancton atmosphérique. En fait, il y a de la vie partout sur Terre, même dans l'atmosphère, il y a plein de bactéries et de champignons, dont une bactérie qui s'appelle Pseudomonas shringae, qui a la capacité d'augmenter la température à laquelle l'eau gèle. Donc, quand il y a Pseudomonas shringae en quantité assez importante dans les nuages, ensemencée dans les nuages par les arbres, eh bien, ça facilite les pluies, puisqu'en fait, la pluie, c'est des cristaux de glace dans le nuage qui se forment et qui, en tombant, se réchauffent, puisqu'il fait plus chaud en bas, généralement, qu'en haut. Donc c'est très compliqué, vous voyez. Hein. Avant, on pensait que la pluie, c'était juste de la physique. Et en fait, on se rend compte que c'est infiniment plus compliqué que ça. Donc encore une fois, appel à l'humilité, là, parce qu'on croit qu'on sait et on raconte n'importe quoi. Mais voilà, Pseudomonas shringae, ça fait, je crois, même pas une quinzaine d'années qu'on a conscience de son existence et de son rôle dans la fabrication des pluies. De son rôle très important. Voilà, et puis quand on supprime les arbres, vous savez, on dit que sous les arbres, il pleut 2 fois. Les arbres, ils amortissent la pluie. Et puis aussi, ils goûtent pendant très longtemps. Donc non seulement il pleut beaucoup plus longtemps sous un arbre. Voilà. Mais bon, à ce moment-là, même si on avait rasé 90% de la forêt en Europe, on n'était quand même pas en extinction. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on rentre en grande extinction de masse, qu'on fasse quelque chose d'infiniment pire que les météorites ? Et bien, en fait, il y a 70 ans, on a mis en place l'agriculture intensive, que je devrais appeler systématiquement l'agriculture chimique. C'est-à-dire qu'on a pris des armes de guerre chimiques qui ont été fabriquées principalement par Bayer et BASF, qui pendant la guerre s'appelait IG Farben. Ils ont créé le gaz moutarde, le gaz sarin, le zyklon D, et ils se sont rendus compte que c'était donc des produits fabriqués pour tuer le vivant, et ils se sont rendus compte que ça marchait vachement bien sur les insectes. Et donc là, on s'est dit, riche idée, si on mettait ça partout dans la nature. Et donc, on a militarisé l'agriculture, on a recyclé les usines de chars d'assaut en usines de tracteurs, on a fait des grands champs, un peu comme des autoroutes, tout droit, avec un appauvrissement génétique extrême, parce qu'il y a très peu d'espèces. On sème environ 20 espèces qui représentent 90% des cultures, mais pire que ça, c'est qu'au sein de ces espèces, le maïs, c'est des clones
parce qu'en fait, c'est des semences appelées semences hybrides F1. En fait, c'est une plante qu'on fait se reproduire 7 fois avec elle-même pour qu'il y ait un appauvrissement génétique extrêmement important, de façon à ce qu'il n'y ait pas de variabilité génétique, que chaque individu se ressemble totalement. Et c'est pratiquement des clones, en fait. Donc il y a non seulement cet appauvrissement en termes d'espèces, mais c'est aussi qu'à l'intérieur, c'est des clones. Et le problème des clones, c'est comme nous, imaginez si on avait tous été des clones pendant le Covid et que ce clone était sensible au Covid, on serait tous morts. Et en fait, c'est ce qui se produit avec les cultures. Du coup, un pathogène, il fait des dégâts absolument énormes parce que c'est pratiquement que des clones dans le monde. Le maïs, qui est aujourd'hui la céréale la plus cultivée, il y a 99,9% du maïs, c'est 2 semences, une Bayer, une BASF. Donc, quand il y a une maladie sur le maïs, vous voyez les cataclysmes dont on parle. Ce n'est pas des petits problèmes. Et le fait de faire de la monoculture, donc des espèces d'autoroutes géantes avec la même culture sur des très grands espaces, ça fait disparaître une très grande variété d'espèces. D'une part parce qu'elles n'ont plus à manger, et deuxièmement parce que ça crée ce qu'on appelle des ravageurs en agriculture, c'est-à-dire des pathogènes, parce que les pathogènes, ils servent à réguler les écosystèmes. Et donc, quand il y a trop d'une espèce, ou d'une variété, apparaissent systématiquement des pathogènes, puisqu'ils servent à réguler les écosystèmes. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. La monoculture est un appauvrissement génétique très important qui rend sensible à un pathogène et crée ses propres ravageurs. Et donc, il y a besoin de quantités de pesticides absolument stratosphériques. Est-ce que j'ai... Oui. Voilà, donc ouais, un truc quand même important, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début, mais 54% de notre territoire, c'est de la surface agricole utile. Donc aujourd'hui, la nature, d'accord, c'est principalement l'agriculture. Et si vous voulez être un peu cohérent, crédible et sérieux sur le problème écologique, en fait, vous êtes obligé de parler de manière très importante d'agriculture parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la nature, c'est l'agriculture. Voilà, ensuite, ça j'ai dit, les pathogènes jouent un rôle de régulation. Ils sont un indicateur de l'état de souffrance d'un écosystème. C'est important de comprendre ça. C'est pas le diable ou la malédiction, le pathogène. C'est nous qui les créons et les favorisons. Et donc, on utilise des quantités phénoménales de pesticides, comme je vous disais. En 2021, on a mis 43 000 tonnes, mais en 2022, on en a mis 48 000. Et puis, on va le voir ensuite, le poids, au final, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Parce qu'en fait, entre un pesticide de l'époque de Rachel Carlson, la première lanceuse d'alerte, Printemps silencieux, 1962, tout est écrit dans ce livre. Lisez-le, s'il est indispensable. Mais... elle explique déjà, c'est elle qui a fait interdire les DDT, mais les pesticides d'aujourd'hui par rapport à ce DDT, l'un des premiers pesticides donc interdits, ils sont en moyenne 100 000 fois plus toxiques qu'un pesticide de 1960, ceux d'aujourd'hui, voire 1 million parfois. Donc la quantité, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je vous le dis puisqu'on nous parle sans arrêt de la quantité, donc pensez-y. Sur 10 ans, on a mis 537 substances actives différentes. Donc la substance active, c'est une toute petite partie du produit, on va le voir ensuite. C'est comme dans un médicament, vous savez, il n'y a qu'une petite partie qui est la substance active par rapport à l'ensemble du médicament. Aujourd'hui, en France, il y a 285 substances actives autorisées. À Bruxelles, le 3 octobre, ils voudraient en réautoriser une quarantaine, je crois. Des semences enrobées de pesticides. Oui, c'est la petite photo. Parce qu'on a tous cette image du pulvérisateur, mais depuis les années 90, les fabricants de produits, ils ont développé une nouvelle technologie, c'est la technologie de l'enrobage de semences. Déjà, c'est pratique parce que c'est encore plus caché qu'avant. Que quand même, la régulation, elle tourne énormément autour de la pulvée, des distances de pulvée, des écoles, scrogneux, comme ça, hop, vous êtes tranquille, vous enrobez les semences. Et donc, en fait, même si aujourd'hui, on voit beaucoup moins de pulvérisation, tout ce que vous voyez planté partout, à part si la personne est en bio, en fait, c'est enrobé, quoi. Et ces nouveaux pesticides, depuis 1990, là, qui sont mis en enrobage de semences, les fabricants les appellent des produits dits systémiques. Et ils en sont très fiers. Bayer, leur rapport annuel commence par ça. « On a fait de nouveaux produits toujours plus systémiques et toujours plus toxiques. » Ouais. Et en fait, du coup, comme la semence est enrobée, toute la plante est intoxiquée pendant toute sa vie. Vous la mangez ensuite. Et un insecte,
Il suffit qu'ils mangent un petit morceau de cette plante et empoisonné, quoi. Et ces produits qui sont mis en enrobage de semences, ils sont toxiques au nanogramme. Ça veut dire au millionième de gramme. C'est très difficile de se représenter ce qu'est un millionième de gramme. C'est rien, quoi. D'accord. Et donc, comme on met 48 000 tonnes en 2022, ça fait l'équivalent de 48 milliards de doses toxiques. Sachant que ces produits, ils se bioaccumulent dans l'atmosphère, hein, ils ne disparaissent pas dans l'espace. Donc, ils s'accumulent dans toute la biosphère, partout. Dans les sols, dans l'air, dans l'océan. On retrouve des pesticides dans les abysses océaniques, on en retrouve au pôle, il y en a plein à votre corps, il y en a partout. Partout, partout, partout. Voilà. Ah oui, et quand j'ai récupéré les données d'achat-vente de pesticides, j'aime bien donner cet exemple, parce que moi-même, j'ai mis des mois à... Je n'en croyais pas mes yeux. Mais j'ai pris au hasard un pesticide qui s'appelle la cyperméthrine et qui représentait 1% du total en 2021. Et en chimie, on évalue la toxicité d'un produit avec ce qu'on appelle la LD50, Little Dose 50. C'est, par exemple, si la Little Dose 50, c'est 1 gramme, ça veut dire qu'à partir de 1 gramme, la moitié de la population testée, donc souvent c'est des rats, sauf pour les insecticides ou c'est des abeilles, meurt. D'accord ? Donc j'ai pris la LD50 de la cyperméthrine que j'ai multipliée par la quantité, donc juste 1% juste en France, juste en 2021, et j'ai trouvé que ça avait de quoi tuer 1 million de milliards d'abeilles. Vous voyez, quand je vous dis que c'est toxique, c'est quand même très toxique parce que sur Terre, on estime qu'il y a 10 millions de milliards d'abeilles. Sachant que ça fait 70 ans qu'on met ces produits et que ce n'est pas qu'en France. Et que ça s'accumule chaque année. Donc c'est un peu un miracle que tout ne soit pas déjà mort et exterminé. Tu as passé sur la slide suivante. Voilà, donc il y a de nombreuses catégories de pesticides. Bon, ils ont créé des pesticides pour tout. Des insecticides, les herbicides, les fongicides, les nématicides, les acaricides, etc., etc., cides. Bon, ce sont des biocides et pour beaucoup, c'est du marketing parce qu'on va voir après comment ça marche. Et vous allez voir qu'en fait, c'est toxique pour tout. Et il y a de très nombreuses familles de pesticides chimiques. C'est juste si ça vous intéresse de chercher, ben voilà, il y a les organochlorés, les organophosphorés, les azotés, les perfluorés, etc. etc. Bah, les perfluorés, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les PFAS, vous savez. Voilà, bon, c'est qu'une toute petite partie du global. Et d'ailleurs, il y a plein de PFAS dans les pesticides et vous remarquez bien qu'on n'en a pas parlé. Hein. Et vous êtes bien plus exposés par les pesticides que par n'importe quoi d'autre, puisque vous mangez toute votre vie et que 90% de l'exposition aux perturbateurs endocriniens se fait par l'alimentation et l'eau. Donc, slide d'après. Merci. Donc, comment marchent les pesticides quand je vous disais que c'est toxique pour tout le monde? Mais en fait, c'est parce que les modes d'action des pesticides, ça affecte le fonctionnement élémentaire des cellules. Ça va affecter la façon dont la cellule produit son énergie. Ça va affecter la membrane cellulaire. Ça va affecter le génome de la cellule. Ça va affecter la reproduction cellulaire. Ça va même affecter carrément du métabolisme. Le métabolisme glucidique des organismes, la régulation hormonale, le métabolisme lipidique et stérolique. Les acides aminés, c'est les briques élémentaires du vivant. C'est par les acides aminés qu'on a repéré les premières formes de vie sur Terre, pour vous donner une idée. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que du coup, comme c'est toxique pour les cellules, c'est toxique pour tout, hein, puisque même les bactéries sont des cellules. On l'a vu au début. Et donc, ça fait des pesticides aussi des antibiotiques. Et je vous le dis, on met 40 à 100 fois plus d'antibiotiques directement dans la nature que ce qu'on prescrit aux humains et aux animaux. Mais on vous dit que c'est de votre faute, hein, les antibiotiques, ça crée de l'antibiorésistance. Et pendant ce temps-là, on balance dans la nature des quantités stratosphériques d'antibiotiques dont on ne parle jamais. Mais vous savez, c'est la culpabilisation individuelle des lobbies qui utilisent les biais judéo-chrétiens de culpabilisation. Mais voilà, donc on vous dit qu'il faut recycler vos déchets. On vous dit plein de trucs, puis pendant ce temps-là, on met des trucs faits pour tuer et qui sont donc infiniment plus toxiques que l'intégralité du reste des problèmes écologiques. On n'a pas créé les microplastiques pour tuer. Les microplastiques, ils n'ont pas de LD50. Hein. Le sucre non plus. Et on n'a pas brûlé du pétrole pour tuer. Donc la toxicité des pesticides, comme c'est des armes de guerre chimiques faites pour tuer, elle est incomparable avec l'intégralité du reste des autres problèmes écologiques.
Faut vraiment réussir à intégrer ça. Voilà. Ah oui, bon, c'est vrai qu'on leur attribue un mode d'action, mais en fait, ils ont plein de modes d'action, mais comme en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, hein, que c'est très compliqué, qu'on joue aux apprentis sorciers. La chimie organique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué sur Terre, de très très loin. Donc, on dit qu'il y a un mode d'action, mais en fait, ils ont sans doute plein de modes d'action. Bon, ils ont quand même mis plusieurs modes d'action. Et juste, c'est pas Hélène Grosbois, hein, c'est l'ANSES, c'est l'INRA, c'est l'État français, hein, ce petit tableau, ce petit schéma. Mais personne ne sait jamais. Donc vous voyez, quand on vous dit on ne sait pas si le glyphosate c'est cancérogène, en fait il suffit de regarder le mode d'action, évidemment que c'est cancérogène. On se moque du monde encore une fois. Voilà, et comme ça génère de l'antibiorésistance, c'est assez terrible parce que du coup, on en met toujours plus, quoi. Parce que ça marche de moins en moins bien. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on fait des trucs toujours plus toxiques. Et donc au bout d'un moment, il ne reste plus que les pathogènes résistants, quoi. Comme Escherichia coli, qui avant était très facilement soignable et qui est devenue presque impossible à soigner et résistante à tout. Et c'est pour ça que maintenant, ça devient un problème, en fait. Et donc, il y a déjà presque plus rien. On va le voir ensuite. Mais surtout, là, on ne va plus avoir de solution. Il y a plein de choses qui sont déjà résistantes au glyphosate. Du chardon au vulpin, en passant par des raies gras. C'est pour ça que maintenant, dans les champs, parfois, je ne sais pas si certains d'entre vous sillonnent un peu la campagne, mais maintenant... Il n'y a plus rien, mais il reste quand même un peu des herbes au milieu, un peu bizarre. Là, les champs, ils sont un peu sales, comme disent les agriculteurs. Il y a 20 ans, on ne voyait pas ça. Bah oui, parce que maintenant, il y a de la résistance sur presque tout, en fait. Donc, on arrive en plus au bout d'un cycle. Il va rester vraiment que les pathogènes résistants aux pesticides. Oui, bon, on va passer vite. En plus, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais là, en gros, ce que j'ai fait, c'est un classement pour montrer la différence entre toxicité en haut. Donc vous voyez, en haut, c'est en équivalent humain mort. J'ai mis des humains de 65 kilos. J'ai pris ma petite LD50, j'ai multiplié. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en 15 ans, en France, on a mis de quoi tuer, grosso modo, 18 milliards d'êtres humains. Donc 17 milliards 898. Et en quantité, par contre, on retrouve bien notre glyphosate, loin devant tout le reste. Parce que le glyphosate, il est un peu moins toxique. La LD50 du glyphosate, elle est un peu moins importante que les autres, donc ils en mettent vachement plus, quoi. Puis surtout que maintenant, tout devient résistant. Mais voilà, et en fait, avec ces 15 produits, vous avez 75% de la toxicité. Donc en fait, il n'y a pas besoin de connaître les 237 produits, quoi. Si déjà on arrive à... Parce qu'on connaît tous qu'un produit, d'accord ? Mais on a vu ensemble que là, en ce moment, en France, il y en a... non, pas 237, c'est 537 et 280 et quelques. Donc 280 et quelques, mais si on en connaît bien 15, on connaît déjà 75% de la toxicité de ce qui est mis en France. Donc on n'est pas 18 milliards, donc il n'y a pas eu 18 milliards de morts. Et pourquoi même il n'y a pas eu 68 millions de morts ? Parce que les pesticides, ils se stockent un peu partout. Vous en avez plein le corps, mais il y en a aussi plein dans le sol, plein dans l'air, plein dans l'eau, plein les océans. Voilà. Mais bon, ça se bioaccumule, hein. Donc faut se calmer. Donc voilà, là cette étude, elle est assez sympa parce qu'elle a été faite par les fabricants de pesticides eux-mêmes. Voilà, par Bayer, par BASF, par Dow, par Syngenta, FCM, Adama, les majors de l'agrochimie. Et cette étude, elle vise à évaluer la toxicité chronique, parce que donc, je vous ai parlé de la LD50, c'est la Little Dose 50, c'est la toxicité aiguë. C'est quand on vous met une goutte sur la peau ou dans la bouche, ou que vous la respirez directement. Ça, c'est la toxicité aiguë. Mais nous, en réalité, on est soumis de manière chronique aux pesticides par l'alimentation et l'eau. Tous les jours, des doses inférieures à la dose aiguë. Et en fait, du coup, on a du mal à évaluer la toxicité parce que les autorisations de mise sur le marché, elles sont faites sur la toxicité aiguë alors que nous, on est soumis à une toxicité chronique. Et donc, les fabricants, ils ont produit cette étude qui dit que, en fait, si on évaluait la toxicité chronique des pesticides, ils ne pourraient pas mettre 82% de leurs pesticides sur le marché. Mais pour eux, c'est chronique seulement à 1/5 de la LD50. Or, plein de chercheurs ont démontré qu'en fait, ça devenait toxique de manière chronique avec seulement 1/10 000. Donc, ils se foutent complètement de nous. Encore une fois, évidemment, 100% des produits ne pourraient pas être mis sur le marché. En même temps, c'est normal, ils ont été créés pour tuer. Donc, ça paraît évident que c'est toxique. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on doit prouver que ces produits tuent, alors qu'ils ont été créés pour tuer. Ça montre à quel point le lobby de l'agrochimie est puissant. Comment il fait ? On va le voir ensuite. Juste, comment ça se fait donc qu'on met sur le marché tous ces produits ?
Mais déjà, il n'y a que les fabricants qui font des tests. Comme ça, c'est vachement bien. Tous les organismes censés vous protéger, l'ANSES et son équivalent européen, l'EFSA, ne font aucun test. Aucun. Et les fabricants, ils font des tests seulement sur la substance active. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite partie du produit, comme dans le médicament. La substance active, c'est seulement 2 à 10% du produit. Le reste, c'est supposé être des coformulants légaux. Il est censé y avoir entre 10 et 15 coformulants légaux qui vont démultiplier en fait la toxicité du produit. Par exemple, il y a les fameux PFAS qui vont faire que si c'est empulvé, eh ben, le produit ne ruisselle pas à la prochaine pluie, mais reste bien collé sur la feuille, puisque c'est des déperlants, les PFAS, vous voyez, ça résiste à l'eau. Voilà, donc déjà, il n'y a que les fabricants qui testent qu'une toute petite partie du produit qui est vendu. Mais il y a quand même quelqu'un, un chercheur qui s'appelle Gilles-Éric Serralini, qui est microbiologiste à l'université de Caen, qui s'est dit quand même ce serait bien que quelqu'un, au moins une fois, analyse le produit vendu. Et donc lui, il a acheté des bouteilles de Roundup, vous savez, le désherbant, en jardinerie. Et ils ont pris 7 bouteilles de 7 lots différents. Pour faire cette analyse, ils l'ont passé au spectromètre de masse. C'est un système, c'est le seul système en fait qui permet de mesurer de manière extrêmement fine, au nanogramme, les produits. Et ils ont été très surpris, ils étaient 2. Ils ont été très surpris parce qu'en fait, ils s'attendaient à trouver donc 10 à 15 produits, la substance active plus les fameux coformulants. Et là, stupeur, il n'y en avait pas du tout 10 à 15. Il y en avait 200 à 300. Et surtout, dans chaque bouteille, il y avait une formule différente. Alors que c'était le même produit. Et donc, ils ont analysé ces 200 à 300 molécules. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était principalement des métaux lourds, de l'arsenic, du mercure et du plomb. Donc, en fait, l'arsenic et le mercure, ils sont utilisés en solvant dans la pétrochimie et d'ailleurs même dans les mines de métaux. Et aussi plein de résidus de pétrole brûlé. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'en fait, la pétrochimie se débarrasse de ses déchets depuis 70 ans dans les pesticides. Et je vous invite à lire un livre de François Jarige et Thomas Leroux, Histoire de la pollution, histoire de la contamination du monde, un truc comme ça. De toute façon, vous pouvez me demander, je vous l'enverrai, contactez-moi sur LinkedIn. Et en fait, dedans, ils expliquent, c'est des historiens de la pollution qui sont au CNRS. Et en fait, ils expliquent que dès le départ, en fait, les chimistes ont recyclé leurs déchets dans d'autres produits. Donc, quand après j'ai lu cette étude, j'ai pas été très surprise. D'ailleurs, Gilles-Éric Serralini, il a été empoisonné. Il est encore en vie. Mais il a été empoisonné et il vient de gagner un procès contre Monsanto. Voilà, tac, tac, tac. Bon, et puis alors les autres, ils font leurs tests en laboratoire. Ça va de quelques heures à quelques jours. C'est bien connu, les cancers, ça arrive au bout de quelques heures. Seul en laboratoire, alors que in situ, si on prend l'exemple des néonicotinoïdes, ça désorientait les insectes. Donc une abeille qui est désorientée, elle est morte puisqu'elle ne peut plus rentrer à la ruche. Mais ça, en laboratoire, c'est invisible. Donc les tests, en fait, c'est vraiment de l'ordre de la blague. Puis vous doutez bien que si vous faites un test pour demander une autorisation de mise sur le marché, une AMM, vous n'allez pas dire « Ah, mon produit, il est dégueulasse, non, non ». Donc c'est quand même assez problématique. Ils s'auto-certifient eux-mêmes. Les pesticides, quand ils touchent le sol, ils se dégradent. C'est de la chimie organique. C'est très difficile de savoir en quoi ils se dégradent parce que ça va dépendre de toutes sortes de facteurs, du sol, de la météo, de tout plein de choses. Donc ça crée plein de produits de dégradation qu'on appelle des métabolites, de 10 à plusieurs dizaines, voire centaines de produits de dégradation qu'on ne connaît pas. Voilà. Et on analyse l'eau, par exemple, au micron, ce qui est donc beaucoup trop gros, hein, puisque c'est 1000 fois plus gros que le nano. Donc on vous dit votre toile est propre, bah oui, c'est sûr que si on ne cherche pas au bon niveau, on est bien tranquille. Hein. L'État est parfaitement au courant et a fait soigneusement fermer tous les laboratoires de l'eau pour pas qu'on fasse trop d'analyses, parce que c'est l'omerta d'État, quoi. Voilà, bon, et un dernier truc important, cette histoire de processus non démocratique. Oh là là. Parce que juste quand il y a eu la réautorisation du glyphosate, on vous a dit la France a voté. Vous êtes tous imaginé que c'était les parlementaires français à Bruxelles, je suis sûre. Eh bien, que nenni, pas du tout.
Ces processus d'autorisation de mise sur le marché et de retrait du marché sont en fait totalement au sein de la Commission, ne passent jamais par le Parlement. Il n'y a aucun processus parlementaire et démocratique sur ces sujets-là. Et donc, c'est des comités qui sont au sein de la Commission européenne qu'on appelle les SCOPAF. Donc, c'est, je ne sais plus quoi, Food et Plant, etc., committee. Sachez que les membres de ces comités sont tenus secrets. Je rigole pas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient soumis à du lobbying. Quelle bonne blague. Parce que quand on a obtenu l'identité d'un d'entre elles, notamment de l'Angleterre, c'était une ancienne employée de chez Syngenta. Donc voilà, qui est aujourd'hui d'ailleurs le leader mondial des pesticides, hein, qu'il est devenu. C'est une entreprise suisse qui vient d'être achetée par les Chinois il y a quelques années, par Sinochem. Voilà. Tac, de la contrebande. Allez, faut qu'on avance parce que je suis super en retard. Mais en gros, les conséquences, forcément, de mettre des produits créés pour tuer partout dans la nature, eh bien, c'est un empoisonnement global de la biosphère. Et vous savez, à la base, on pensait que c'était ce qui est évoqué dans l'IPBES, la déforestation, les méchantes espèces invasives, le réchauffement climatique, et en 4, la pollution. Puis dans la pollution, il y a une liste de 300 pollutions. Puis là, quelque part au milieu, il y a les pesticides, vous savez. Sauf qu'il y a cette étude, et c'est pas la seule, il y a une série d'études en fait, mais l'étude qui a vraiment marqué le monde scientifique des biologistes, c'est celle-ci en haut à gauche, Allman, en 2017, qui a trouvé que dans les zones protégées allemandes, donc dans les forêts, on a observé une baisse de 75% de la biomasse d'insectes en 27 ans. Or, tout le monde était là, la perte de la biodiversité, c'est la déforestation. Et là, d'un seul coup, cette étude sort, et là, tout le monde se dit, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, plein de gens ont commencé à se dire, il y a un problème ailleurs, bien plus grave, en fait. Et en réfléchissant un peu, on a commencé à se dire que sans doute que mettre des produits faits pour tuer était la cause de la mort de ces insectes. Allez, on passe à la slide suivante. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, les insectes, ils servent de socle alimentaire à l'immense majorité des animaux. Et donc, dans la même veine, forcément, il y a un effondrement massif de tous les animaux. Ensuite, vas-y. Et puis nous, on est des animaux aussi, hein. On fait partie de ce monde vivant, même si quand on imagine le monde vivant, c'est d'un côté l'homme et de l'autre côté le vivant, c'est une erreur. D'accord. Et donc, forcément, si tout est empoisonné, nous aussi, on est empoisonnés. Attends, on va passer sur la slide d'après, parce que les causes historiques qu'on nous donne tout le temps sur pourquoi on aurait le cancer, c'est l'alcool et la cigarette. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a divisé par 2,5 notre consommation d'alcool et de tabac en 40 ou 50 ans. 50 ans, voilà, 58 ans. Mais reviens sur la slide d'avant, s'il te plaît. Ce qui est bizarre, c'est qu'en 30 ans, les taux d'incidence du cancer, eux, ils ont doublé. Donc, quand même, qu'est-ce qui se passe ? Et les pesticides, en fait, ils se stockent dans les cellules graisseuses, et c'est pour ça qu'il y a d'abord eu énormément de cancers du sein, en fait, parce que le sein, c'est principalement du gras. Voilà. Et là, je vous ai parlé des cancers, mais il n'y a pas que ça. Regardez un peu toute cette pléthore de maladies. Donc là, tout ce que je vous donne, les chiffres du cancer, tout ça, ça vient de 2 rapports de l'INSERM, donc l'Institut national pour la recherche médicale. Là. Encore une fois, c'est pareil, hein, c'est pas... je sais pas quelle ONG, je sais pas quoi. Là, c'est l'INSERM. D'accord ? Lisez les rapports. Pesticides et effets sur la santé, il y en a 2, en 2013 et en 2021. D'ailleurs, ils ne parlent pas des mêmes trucs forcément dedans, donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les 2. Mais en fait, il y a plus de 300 pathologies en lien direct avec les pesticides. En gros, tous les trucs qui sont apparus depuis 60 ans. Et moi, je vais attirer votre attention sur 2 choses. C'est que, ok, ça nous rend malades, mais en plus, c'est en train de dégrader de manière accélérée notre cerveau. Ça, c'est pareil, c'est prédit depuis 40-50 ans. Hein. Des spécialistes des perturbateurs endocriniens l'ont prédit, il n'y a aucune surprise en réalité. Mais Parkinson et Alzheimer, mais aussi et surtout, il y a quand même les HA et les TDHA qu'on fait passer pour des surdoués, mais les vrais savent que... les vrais HA, hein, pardon, savent que c'est en fait une vie très, très compliquée. Tous les dyslexiques, je sais même plus, il y en a encore des nouveaux là, j'ai vu, mais dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques, 10-10-10.
L'autisme, une baisse du QI, pareil, qui était attendue par tous les spécialistes des perturbateurs endocriniens et des pesticides, hein, particulièrement depuis 1990. Et puis des syndromes très importants d'anxiété et d'agressivité, puisque ce sont des perturbateurs endocriniens. Et ça a été très vite, très bien documenté, notamment par les agriculteurs, les populations d'agriculteurs. Pareil, il n'y a aucun doute là-dessus, exactement comme il n'y a aucun doute sur le fait que le glyphosate est cancérogène, hein. Et le deuxième truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le système reproductif, parce qu'on a des spermatozoïdes viables qui ont été divisés par 2 en 45 ans, enfin de moins 54% en 45 ans. Et chez les femmes, c'est la catastrophe entre adénomiose, endométriose, fausse couche, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, hein, qui en fait est un spectre énorme d'obésité, de diabète, de cancer des ovaires, enfin c'est incroyable, de perte de cheveux, d'acné, de dysmorphie des seins, enfin il y a voilà quoi. Et d'ailleurs le SOPK, là c'est 10% des femmes en âge de procréer dans le monde, sachant qu'on sait que 70% au moins ne sont jamais diagnostiquées et que c'est pas des courbes linéaires, le monde vivant. Donc en fait, les femmes en dessous de 30 ans, on pense que c'est un taux qui est supérieur à 30%. Donc là, on est sur des niveaux carrément d'épidémie. Et donc ce que je dis en général, c'est qu'en fait, on va tous devenir débiles et stériles, en plus d'être malades. Donc quand il y en a qui ont peur de l'extinction, je sais pas quoi, à cause du réchauffement, en fait, l'extinction, là, elle est en cours, et c'est pas à cause du réchauffement, c'est à cause de l'empoisonnement global par des armes chimiques faites pour tuer. Rien d'extraordinaire, en fait. Slide d'après. Bon, les enfants, c'est la catastrophe totale, parce que ces produits, ils sont dits tératogènes, si vous voulez chercher de la documentation scientifique. Forcément, quand vous êtes en train de vous construire et qu'on met plein de trucs qui empêchent les cellules de se construire correctement, de se multiplier, etc., forcément, ça pose énormément de problèmes. Quand vous êtes déjà fait, c'est moins grave que quand vous êtes en train d'être construit. Et donc, il y a un spectre absolument pareil, qui est énorme. Là, j'ai mis les trucs les plus communs sur les enfants, mais en fait, il y a un spectre vraiment énorme de maladies. Et c'est un point où aujourd'hui, quand même, le cancer, en France, chez les enfants, c'est la 2e cause de mortalité. Et là, c'est quand même bizarre, parce que les gens de l'agrochimie, qui sont les mêmes que ceux qui fabriquent des médicaments, très souvent, disent que si on a le cancer, c'est parce qu'on est vieux. Donc les enfants, ils sont pas vieux. Que c'est parce qu'on boit de l'alcool. Sauf erreur de ma part, les enfants ne boivent pas d'alcool. Peut-être dans certaines régions, mais voilà. Ils ne fument pas. Et ils ne sont pas obèses. Donc les arguments donnés par l'agrochimie depuis des décennies, là, en fait, ils commencent à plus tenir. Mais pareil, ça fait 40 ans que des gens prédisent ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est en train d'arriver, là. Et c'est à la fois notre chance. Parce que là, à un moment, il va falloir expliquer comment le cancer peut être la 2e cause de mortalité en France chez les enfants. C'est complètement anormal. C'est un scandale d'État. Bon, et alors, au-delà du fait que c'est la racine de la 6e extinction de masse, de très loin, devant tout le reste, puisque ça, encore une fois, ça a été créé pour. Donc, c'est pas comparable avec le reste. Que c'est aussi la racine de l'immense écrasante majorité des problèmes sanitaires. En plus, ça crée de la pauvreté. De la pauvreté pour nous, là, vous l'avez vu avec l'inflation, quand on a une agriculture dont on a forcément besoin de pesticides et d'engrais azotés, et donc d'énergie fossile. Le problème, c'est pas le tracteur, hein. Les pesticides dans le monde, ils sont principalement mis à la main, hein, et par des femmes. Doublement sujet de femmes. Vous vous appropriez l'alimentation des gens, comme ont fait ces gens-là, en brevetant les semences. Hop, prenez une semence, notamment en Inde, beaucoup, ils l'ont fait dans les pays du Sud, puisqu'on mange beaucoup de choses qui viennent pas de chez nous, comme on l'a dit. Paf, ils ont breveté, ils ont dit ça maintenant, c'est à nous. Comme si on brevetait l'eau, et à partir de maintenant, c'est à nous, quoi. On l'a breveté, c'est à nous. Et ils ont aussi donc créé toutes leurs semences hybrides F1, dont ils sont les propriétaires. Il y a plein de gens qui disent que les semences hybrides F1, elles se reproduisent pas. C'est pas ça. C'est oui, elles sont dégénérées, surtout elles tombent vite malades, et si vous leur mettez pas plein de produits, en fait, elles ont du mal à vivre. Mais c'est surtout qu'il faut payer. C'est illégal de les reproduire. C'est surtout ça, le problème. C'est illégal. Et donc, en fait, vous vous appropriez l'alimentation des gens, vous les dépossédez de leur agriculture vivrière et vous créez des pauvres partout dans le monde. Partout dans le monde. Et c'est comme ça aussi que l'on fait basculer une planète ou une civilisation dans le capitalisme. Vous sortez les gens de leur agriculture vivrière et vous les faites basculer dans le capitalisme. Et la pauvreté, souvent. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture intensive, c'est le cœur du problème écologique. Au moins 80%. Je suis sympa avec le 80, c'est plus, en fait.
Et j'insiste sur agriculture intensive / chimique parce que souvent, les agrochimistes et plein d'autres qui peut-être ne savent pas ce qu'ils font, mais disent que oui, le problème c'est l'agriculture. Non, non, l'agriculture, pendant des millénaires, ça a créé de la biodiversité. D'accord ? Le problème c'est l'agriculture chimique. C'est pas l'agriculture, c'est l'agriculture chimique. Et donc, c'est la racine de la déforestation. 80% de la déforestation dans le monde est liée à l'agriculture chimique, les épuisements des océans, parce que vous savez que les poissons, ils meurent parce qu'on les surpêche, hein, dans leur immense écrasante majorité, d'accord ? C'est le lobby de la pêche qui fait faire des petites photos de poissons avec du plastique. Et puis, l'immense écrasante majorité des plastiques dans les océans, c'est en fait les résidus de la pêche, les casiers et les filets de pêche. Donc, voilà. Ça a un lien aussi avec le changement climatique, parce que quand on détruit la biodiversité de manière ultra massive, alors que c'est elle le plus grand rafraîchisseur de climat sur Terre, si je prends l'exemple du plancton, qui est littéralement empoisonné lui aussi dans les océans par les pesticides, alors qu'il fabrique la moitié de l'oxygène qu'on respire, c'est un problème. Bon, et bien sûr, il y a sur Terre aussi, mais voilà, tuer la biodiversité, ça empêche le refroidissement du climat par la photosynthèse. Bon, c'est évidemment la base de la 6e extinction de masse, sans aucun doute. De la pauvreté, de la santé, de la fertilité, la pollution. Allez, hop. La slide d'après, s'il te plaît. Bon, et en plus, voilà, là, c'est le pense-bête pour pas que j'oublie, mais on est presque à l'heure. Tout ça pour dire qu'en plus, c'est un problème de finance qui est majeur, en fait, hein, parce que 48 milliards d'euros par an en France financent l'agriculture. Et vos impôts financent ça. Hein. Le premier budget de la PAC, le premier budget de l'Europe, c'est la PAC. D'accord ? Donc ces gens-là, l'agrochimie, ils sont financés par vos impôts. Puis après, ils sont financés aussi par vos mutuelles, la sécurité sociale, tout ça. Parce que souvent, c'est les mêmes qui nous empoisonnent d'un côté et qui fabriquent les médicaments de l'autre. Parce que côté santé, le truc le plus rentable de chez Bayer, c'est la chimiothérapie. Elle est belle, l'histoire. C'est vraiment génial. C'est les pompiers pyromanes. Bon, un problème éthique et philosophique. Hein, donc au-delà du problème de santé publique, du problème de pauvreté et du problème d'extinction, il y a quand même un problème éthique et philosophique à mettre des produits faits pour tuer la vie partout dans la nature et après on se demande pourquoi tout est en train de mourir. C'est quand même assez curieux. Voilà. Bon, et après, voilà. Attention, hein, on vous raconte que c'est les labours le problème. Ça fait 12 000 ans qu'on laboure, d'accord ? Ça fait que 40 ans qu'on est en extinction. Donc non, d'accord ? Ce n'est pas les labours le problème. C'est l'agrochimie qui a financé ça, hein, pour détourner les gens du véritable problème. Comme ça, pendant qu'on parle des labours et du frelon asiatique, on n'est pas en train de parler des pesticides. OK ? Mais et en plus, arrêter de labourer, ça va supprimer une fertilité importante, hein, parce que injecter de l'oxygène et de la chaleur dans le sol, ça favorise l'activité bactérienne et fongique. Donc, moins vous travaillez votre sol, plus vous allez avoir besoin d'engrais azotés et de toutes sortes de choses, en réalité. Bref, mais vous savez qui finance la recherche ? Au fil des décennies, on a privatisé la recherche. À chaque nouvelle loi de programmation de la recherche, les budgets diminuent et les budgets du privé augmentent. Et donc, ça devient extrêmement simple pour l'industrie de financer ce qui l'intéresse et de ne pas financer ce qui la gêne. Et comme ça, on oriente la science et on peut emmener des civilisations où on veut, en fait. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver, surtout que nous, on est une civilisation scientiste, puisque la science a pris la place de Dieu et de la religion. Et donc, personne ne pense à remettre en question la science. Mais il y a aujourd'hui un problème dans le financement de la science qui est très important. On appelle ça les biais de financement. Rien n'est parfait dans ce monde, la science non plus. Il y a des biais culturels et il y a des biais techniques, comme le fait que c'est beaucoup plus facile de mesurer la température dans les océans que son empoisonnement chimique, parce qu'on ne peut pas passer au spectromètre de masse tout l'océan, en fait. Donc, faut se méfier. On fait trop confiance, on est trop naïf. En tout cas, moi, clairement, j'étais trop confiante et trop naïve. Hein, ça c'est sûr. Voilà, blablabla. Ouais, et puis, donc, on est en surproduction mondiale de nourriture. Hein, toutes ces fausses questions de comment on va nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, ça vient de l'agrochimie aussi, hein, les lobbyistes de l'agrochimie. Aujourd'hui, là, alors on se parle, on produit de quoi nourrir 11 milliards d'êtres humains. D'accord ? Donc on n'est pas prêt de mourir de faim. On est en surproduction mondiale depuis très longtemps. Avant, les gens ne mouraient pas de faim, et on le voit très bien d'ailleurs dans la peinture. Hein. Les paysans, ils sont toujours représentés obèses. Hein. C'est pas des vieux airs en train de mourir de faim. On a eu faim dans l'histoire au moment des guerres et des épidémies. Mais pas du tout parce qu'on ne savait pas faire d'agriculture et qu'on n'arrivait pas à se nourrir. Et d'ailleurs, l'agriculture vivrière, avec beaucoup de vivaces et qui est manuelle, elle a des rendements au moins 10 fois supérieurs, sans problème, très facilement,
à l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ensuite, slide d'après. Oui, comment ça se fait qu'on en arrive à ce point? On en arrive à ce point parce que d'une part, la recherche est financée par l'industrie, donc sur tout ce qui est environnement et santé, c'est l'agrochimie qui finance. Donc l'environnement, c'est la biodiversité, c'est pas décarboner l'industrie. Décarboner l'industrie, c'est pas de l'environnement, c'est l'industrie. Donc, comment on arrive à des situations pareilles? Au-delà du fait que la recherche est financée par l'agrochimie elle-même, on a l'ONU qui, en fait, malheureusement, est totalement corrompue par l'agrochimie, et donc la FAO, qui est censée aider les gens qui meurent de faim dans le monde, elle signe des partenariats avec CropLife. CropLife, c'est le lobby international des pesticides. Et moi, j'ai des lanceurs d'alerte qui me contactent d'Afrique pour me dire, moi, normalement, je suis censée envoyer à mes clients du biocontrôle, et c'est la FAO qui commande, parce que dans les pays du Sud, c'est la FAO qui finance tout ça. Et il me dit, mes clients me disent qu'à la place, ils reçoivent de la deltamétrine de chez Bayer, un des produits les plus toxiques qui existent, et pas du tout du biocontrôle, comme ils le demandent. Et en fait, aujourd'hui, Bayer et BASF et Syngenta utilisent la FAO comme leur nouveau moyen de déboucher et de conquérir des nouveaux marchés. Et encore une fois, l'argent public de ces organismes censés aider les gens sert à leur vendre des merdes qui vont les empoisonner durablement pour des siècles à des aires géologiques. Bref, on ne sait pas très bien. Slide d'après. Merci. Alors là, c'est carrément l'IPBES, vous savez, le GIEC du climat. Donc l'IPBES qui est censé protéger la biodiversité, nous informer sur ce sujet. Eh bien, on retrouve au sein de l'IPBES, dans ce groupe d'experts pollinisateurs, c'est juste des imprimés écran, vous pourrez aller voir sur le site de l'IPBES par vous-même. On retrouve une petite dame de chez Syngenta et un petit monsieur de chez Bayer. Ils sont partout, partout. Ils sont à l'œuvre depuis 70 ans. Ils ont tout pensé, ils ont tout infiltré partout. Et je ne suis pas conspirationniste. Slide d'après. Et là, on voit certains des financeurs, parce qu'évidemment que l'IPBES ne disclose pas cette information, certains des financeurs de l'IPBES, et vous voyez, on retrouve Bill et Melinda Gates. Donc je ne sais pas si vous connaissez la vision du monde de Bill Gates, mais c'est une vision totalement hors sol, on va tout détruire, mais c'est pas grave, on va vivre comme sur la Lune et on va se vacciner, tout va bien aller. Mais si Bill Gates, il finance, là c'est la fondation Bill et Melinda Gates, donc c'est pas son argent. Les fondations aux États-Unis, c'est des trusts, c'est les intérêts de l'argent placé. Il donne pas son argent, il faut pas rigoler non plus. Mais s'il donne donc les intérêts de son trust, c'est que ce qui est véhiculé par l'IPBES lui plaît bien et correspond à la vision du monde qu'il se fait. Donc ça doit nous interroger, en fait. Vraiment. Slide d'après. Donc ça, c'est un des rapports intermédiaires de l'IPBES, parce que l'IPBES, on s'en fout, ils ont fait qu'un rapport en 2019, c'est pas comme le GIEC. D'ailleurs, je vous invite à vous intéresser à qui a créé le GIEC, c'est Reagan et Thatcher, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi on a créé ces organismes? Comment? Par qui? Dans quel but? C'est vraiment important. Moi, j'ai mis trop de temps à me documenter là-dessus et j'ai été très surprise. Et j'ai commencé à comprendre plein de choses, pourquoi rien n'avançait. Mais donc ça, c'est un rapport intermédiaire de l'IPBES sur les fameuses espèces invasives, alors que les espèces invasives à l'échelle du vivant, ça ne veut rien dire. Tout est invasif. Tout ce qu'on a ramené ici, c'est invasif. Nous sommes invasifs. La vie, en fait, sur Terre est invasive. Elle va partout où elle le peut. C'est des considérations totalement anthropocentrées qui ne sont pas sans rappeler l'extrême droite, parce que d'ailleurs, vous savez, c'est toujours les méchants asiatiques. C'est le frelon asiatique, les méchants chinois. Qu'est-ce qu'il y a? Les coccinelles asiatiques. Enfin non, il y a quand même un truc sur les asiatiques souvent. Bref, mais tout ça pour dire qu'ils ont fait un rapport sur les fameuses espèces invasives, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils conseillent? Regardez, ils conseillent déjà d'éradiquer. Donc pour l'organe qui est censé protéger la biodiversité, c'est quand même des mots un peu forts, il me semble. Mais donc il faut les éradiquer, et on les éradique avec quoi? Avec des produits chimiques, avec des pesticides. Donc, vous voyez, la dérive, elle est puissante, elle est grave, elle est extrêmement grave en fait. Et dernière slide, ou je sais plus, non, avant-dernière. Ça, c'est un groupe de chercheurs à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, au sein de la commission, on a créé un groupe de recherche sur les sols, parce que comme maintenant, on parlait que du sol, c'est devenu leur grand dada.
Donc ils ont créé un groupe de recherche. Et qui y a dans ce groupe de recherche? Tu peux zoomer, s'il te plaît? Il faut que tu zoomes avec le pad. Ouais. Ah si, moi j'y arrive. Tu dois y arriver théoriquement. Non, on peut pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais vous dire du coup ce que vous pouvez pas voir. Mais c'est qu'en gros, dans ce groupe de chercheurs, en fait, il y a que des gens de l'industrie. Il y a Bayer, BASF, Syngenta, même Exponent, le plus grand cabinet de lobbying au monde qui intervient quand ils n'arrivent pas à obtenir tout ce qu'ils veulent, ce qui est assez rare. Hein. Mais voilà, donc vous voyez, en fait, il y a 0 chercheur hein, dans ce groupe de chercheurs de la commission, d'accord? Il n'y a que des gens de l'agrochimie. Voilà. Puis après, Libération, ils vous disent « Oh, la moitié des sols sont empoisonnés par les pesticides » parce qu'ils reprennent les conneries de ces gens. Non, c'est pas la moitié, c'est 100%. Il pleut des pesticides partout sur Terre. Il pleut des néonicotinoïdes partout sur Terre. 100% de la biosphère est contaminée. Voilà, oh, c'est bon, on peut passer au celui d'après. Bah, celui d'après, en fait, c'est la slide des solutions parce que tout le monde me demande tout le temps les solutions. Donc, les solutions, c'est... En gros, attends, on a foutu une grouille là dans l'affaire. Mais les solutions... Ah, c'est des mini, c'est des toutes petites solutions. Alors d'abord, il y a les toutes petites solutions globales. C'est évidemment d'essayer, donc c'est ce qui est écrit en vert souligné. Donc j'ai mis aider. Bon, encore faudrait-il qu'ils ont envie qu'on les aide, mais en fait, notre priorité, donc si on veut stopper l'extinction là, d'accord, parce qu'on aura tout exterminé bien avant que le réchauffement ne s'en charge. Là, faut avoir conscience du rythme. Hein. On a dit moins 80% en 30 ans, sachant que le stock n'était pas non atteint. Hein. En 1990, il y avait déjà plein de trucs qui étaient morts. Donc, il faut absolument qu'on arrête par tous les moyens de mettre des pesticides de synthèse. C'est l'urgence ultime. Là, c'est pas 2050, 2100, je sais pas quoi là. Là, d'ici quelques années, il restera vraiment plus rien. Là, on est déjà dans le 3 fois rien du 3 fois rien. Et en fait, on va mourir de faim à cause des pathogènes. Sous peu. D'accord? Donc, ça urge, vraiment. Ça, c'est urgentissime. Et là, toutes les filières sont en train d'être détruites. Avec les petits défilés du mois de janvier, parce que ce n'est pas des manifestations, c'est organisé en partenariat avec les préfets, hein, les agriculteurs. Là. Là, on est en train de tuer les filières. Il aura fallu 20 ans pour avoir 9% de bio, et en 6 mois, on est en train de tout détruire. Là. Donc c'est urgent, en fait, si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il y a une charge mentale créée par les lobbies avec une multiplicité de facteurs pour vous abrutir, que vous vous sentiez complètement écrasé, etc. Alors qu'en fait, il y a un problème énorme, c'est celui-là. Et je pense que se focaliser sur un seul problème, on se sent plus léger quand même. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc c'est la priorité, arrêter de mettre des pesticides de synthèse partout. Et puis oui, bien sûr, à l'échelle individuelle, si vous pouvez manger bio, quoi. Mais en fait, encore une fois, c'est les gouvernants qui font pas leur boulot et l'agrochimie qui empoisonne tout le monde. D'accord ? Donc si vous pouvez manger bio, c'est super. Tant mieux, faites-le. Puis c'est même pas que manger, hein, en vrai, parce qu'une immense partie de la production agricole ne sert pas à faire de la nourriture. Hein. Par exemple, 60% de la betterave sert à faire de l'alcool et pas du tout du sucre de bouche. De l'alcool pour faire pas de l'alcool à boire, pour faire du parfum et des produits d'hygiène. Parce que la France est le premier producteur mondial de parfum et exportateur mondial de parfum. Vos vêtements, en lin, en laine, en tout ce que vous voulez, ils sont remplis de pesticides aussi. Bref, l'agriculture, c'est pas du tout que de l'alimentaire, c'est aussi plein d'autres choses. Bon, voilà, mais on va dire que la priorité, vraiment, voilà, c'est ça, c'est d'arrêter les pesticides de synthèse. Et puis après, si vous voulez faire d'autres choses, vous pourrez piocher dans la liste. N'hésitez pas à me demander la présentation, je vous l'enverrai. Et puis, la dernière slide, en fait, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que restaurer la biodiversité, c'est restaurer le climat. Et puis aussi, en même temps, restaurer la santé et puis réduire la pauvreté. Voilà. Donc, c'est vraiment la mère de toutes les luttes, en fait. D'accord ? Juste réduire le réchauffement, ça résoudra nullement le problème. Bien sûr qu'il faudra stopper le réchauffement climatique. Mais on est en train de tout détruire avec les pesticides. Et encore, je répète, mais le réchauffement, on aura tout détruit bien avant que le réchauffement ne s'en charge. Donc, il faut vraiment prioriser, je pense, et prendre les problèmes dans l'ordre. Voilà. Je vous remercie et puis on peut se retrouver dehors si vous avez des questions.